J'ouvris l'enveloppe. L'écriture était bel et bien identique, petite et inclinée, mais les formes étaient tellement fines et régulières, si éloignées de celles des écritures actuelles, si maladroites et grossières. La présentation était légèrement différente. En effet, l'adresse de l'expéditeur n'était plus mentionnée. Une chose m'intrigua. Il paraissait lire dans mes pensées. Il abordait dans ce pli des idées, des situations dont je n'avais encore parlé à personne. Mademoiselle Marie-Astrid Lépinois, votre 3e place au concours prouve que je ne m'étais pas trompé quant à la qualité de votre premier texte. Je crois avoir compris que vous avez interrompu votre activité professionnelle afin de vous tourner vers notre art. Je ne saurais dire si cela était une bonne idée ou pas. Je connais assez mal votre époque, je dois bien l'avouer. Cependant, si vous avez réellement le talent que je vous prête, je suis certain que votre choix portera ses fruits. Ne vous posez plus de questions quant à mon identité. Je suis persuadé qu'au fond de vous, vous la connaissez déjà. Mais peu importe. La connaître ne vous avancerait aucunement puisque nous ne pourrons jamais nous rencontrer. Pourtant, quelque chose m'inquiète à votre sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une étrange aura dans votre entourage. Quelque chose de bizarre, peut-être même de malsain. Mais je ne m'avancerai pas davantage. Ce ne sont là que de vagues impressions. Je suis véritablement heureux d'avoir pu établir de nouveau le contact avec vous. J'espère que cela ne sera pas la dernière fois. L'idée qui commence à germer dans votre esprit ferait en effet une bonne nouvelle fantastique. Toujours vôtre, H.P.L. Je lus et relus à plusieurs reprises ces mots. Ils provoquaient en moi un étrange sentiment de bonheur, mêlé de crainte. La joie de recevoir encore une missive de cet homme du passé, d'avoir son soutien, le plaisir engendré par l'origine surnaturelle de ces lettres et l'identité de leur auteur. Il ne pouvait en être autrement puisqu'il avait connaissance de faits encore ignorés par mes amis et ma famille. Mais cela suscitait également une inquiétude certaine. Tout ce que l'on avait toujours tenté de me faire croire sur la constance et la puissance de la science était remis en question. L'étrange, voire même le paranormal, pénétrait dans ma vie d'une manière des plus singulières. Le soir survint, tandis que je méditais encore sur ces étranges messages. J'écartai une dernière fois les rideaux avant de m'installer au clavier de mon fidèle portable. Je commençai à noter ce qui me passait par la tête. Tout se déroula comme pour le texte primé. Mes doigts couraient sur les touches comme électrisés, comme animés par une force inconnue. Je tapais durant quelques heures, puis, sans même m'en rendre compte, je sombrais dans un profond sommeil. Bien que je ne me souvienne pas de l'entièreté de la nuit, je me souviens des formes vagues, des êtres immondes qui avaient assailli mes cauchemars. Je m'éveillai, terrassé par une terreur indicible. Mon premier réflexe fut de scruter les ombres, les recoins de la chambre où j'avais passé la nuit. Je sursautai quand il me sembla même percevoir un mouvement dans un renfoncement plus sombre de la pièce. Mais cela devait être mon imagination. Du moins l'espérais-je. Ces visions d'horreur m'avaient perturbé plus que je ne l'aurais cru au premier abord. La peur que j'avais éprouvée durant la matinée ne me quitta pas de la journée alors que je déambulais dans les rues, bien qu'elle s'atténuât quelque peu lorsque je regagnai mes pénates. Je m'installai dans un fauteuil pour réfléchir. Après tout, pour un écrivain de nouvelles fantastiques, il n'y avait pas de meilleure aubaine que celle de vivre réellement, intimement la plus intense des frayeurs. Cela me permettrait de relater de la façon la plus véridique, la plus authentique et la plus vivante possible.
Si je m'y prenais correctement, le lecteur pourrait peut-être même percevoir cet effroi que j'avais expérimenté en songe. La sonnerie du téléphone me tira de ma réflexion, en me faisant sursauter par la même occasion. C'était Henri, qui voulait prendre de mes nouvelles. Il m'invita à parler de mes textes devant un café. Bien que la proposition me surprit, j'acceptai. Nous fixâmes le rendez-vous au samedi suivant. Je riais en moi-même de la coïncidence. Mon éditeur me contactait pour savoir où en était mon travail, au moment même où je réfléchissais aux meilleurs moyens pour en maximiser la qualité. Je passais une semaine pénible, mes nuits partagées entre un sommeil lourd, sans rêve, et un sommeil empli de créatures répugnantes, dégoulinantes et griffues. Lorsque je me réveillais, j'étais plus fatiguée encore que lorsque je m'étais endormie. Les nuits sans rêve me laissaient une impression d'angoisse encore plus grande que celle où je cauchemardais. Cependant, les nouvelles avançaient. En moins de 2 semaines, j'avais écrit 4 nouvelles de plus d'une vingtaine de pages. Chacune a montré à Henri lors de notre rendez-vous. Alors que je me rendais au café pour mon entretien avec Henri, une hallucination s'empara de moi. Je crus voir un de ces êtres de cauchemar. Le monstre se trouvait dans une ruelle sombre et me fixait de ses multiples yeux à facettes. De sa gueule, entre des crocs acérés, dégoulinait une immonde bave rougeâtre. La mixture s'écoulait goutte à goutte, et il me semblait en entendre le bruit me parvenir dans un fracas assourdissant. Du dos de la créature suintait un étrange liquide noir. Je me sentis blêmir. Un frisson me parcourut l'échine. Pourtant, personne ne semblait l'apercevoir. Je fermai les yeux et pris une profonde respiration afin de me calmer et de sortir de ma tétanisation. Lorsque je les rouvris, la ruelle était vide et il n'y avait pas la moindre trace de liquide ou de bave. La seule preuve de mon hallucination étaient les regards réprobateurs des passants qui me regardaient comme si j'étais folle. D'autres semblaient se demander ce qui m'effrayait à ce point. J'accélérai le pas vers la taverne, à la fois pour ne plus voir le regard des badauds, mais également pour tenter d'oublier ce que j'avais cru distinguer dans l'obscurité. Henri m'attendait déjà attablé en terrasse. Il se leva à mon arrivée. La peur devait encore se lire sur mon visage. « Vous allez bien? Vous êtes tellement blême qu'on dirait que vous avez vu un fantôme. »« Oui, je vais bien. Un chien vient juste de me faire sursauter, mentis-je. » « Eh bien, cela devait être un très très gros chien. » Le jeune éditeur vit que je n'en dirais pas davantage et n'insista pas. Je lui tendis les premières épreuves. Henri parcourut rapidement et silencieusement les lignes. Puis, toujours sans dire un mot, il me rendit les feuilles. « C'est si mauvais que ça que vous ne dites rien ?» m'empressai-je de demander. Un sourire illumina son visage. Il se mit à rire. Le son de son rire était rude, éraillé et grave. Il me fit même une impression métallique et caverneuse, totalement à l'opposé de son personnage, d'allure si juvénile. Non, c'est tout le contraire. Je trouve ces textes bien meilleurs que celui que vous aviez présenté au concours. On dirait presque que vous avez vécu ce que vous relatez ici. Il faut absolument que vous continuiez sur cette voie. Vous donnez de l'authenticité à quelque chose d'irréel. Si je puis me permettre ce calembour, c'est fantastique. Faites-moi une dizaine de ces merveilles.
et je ferai de vous un auteur connu. Du moins dans notre pays, je peux vous l'assurer. Bien sûr, je ferai de mon mieux, c'est évident. Merci encore pour la chance que vous me donnez. En retournant chez moi, j'oubliais ma mésaventure de l'après-midi. Je décidai de me consacrer à la recherche de documentation. Je souhaitais écrire une nouvelle où intervenaient d'obscurs rituels, et je désirais qu'ils soient aussi réalistes que possible. Après avoir consulté maints ouvrages de référence et bu plusieurs thermos de thé, je tombais par hasard sur une cérémonie censée exacerber les sens et permettre l'accès à la conscience des choses ignorées de la plupart des gens. Je repensais aux paroles de Henri. Il faut absolument que vous continuiez sur cette voie. Je ferai de vous un auteur connu. Obtenir l'accès à un niveau supérieur de conscience me permettrait sans nul doute d'augmenter encore plus rapidement le rendement de la qualité de mon écriture. Je me procurai tous les ingrédients et ustensiles nécessaires. Tous se révélèrent extrêmement simples à trouver. Les 6 bougies noires le furent peut-être un peu moins. La séance devait se dérouler suivant un modèle bien précis. 6 bougies noires devaient être disposées de manière à former un grand hexagone. En son centre, 6 bougies rouges, agencées de manière décalée par rapport aux premières, devaient être reliées par un trait noir, de manière à former une étoile à 6 branches. Au milieu de l'étoile, je plaçai un bol d'eau claire. J'allumai les bougies noires, puis les rouges. Ensuite, je pris place en face du récipient. D'après le livre, les bougies noires représentaient l'inconnu et l'invisible. Les rouges représentaient la terre et le visible. L'eau était le miroir permettant aux sens d'accéder au monde secret. Suite à cela, je prononçai les paroles ancestrales de la vision. Que ce qui est caché me soit révélé, que le monde obscur s'éclaircisse, que mes yeux éclairés voient l'invisible, j'abandonne ma vie paisible, que le sort à présent agisse, afin que mes sens soient renouvelés. Je ne sentis pas la moindre différence. Je tournai la tête à gauche, puis à droite. Mon chien dormait paisiblement. Je m'apprêtais à souffler les bougies, lorsque le vent s'engouffra par une fenêtre, éteignant les bougies, faisant cogner les battants de la fenêtre si fort contre le mur que cela réveilla le chien, qui se mit à aboyer, puis à grogner. Je me levai pour fermer la fenêtre. Le chien hurla à la mort. « Vas-tu te taire ? C'est seulement le vent qui a ouvert la fenêtre. »